tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur un petit jeu que j'aime bien, que j'ai découvert, qui a été fait par Tom Bloom. Tom Bloom, c'est un monsieur qui est surtout connu en tant que dessinateur. Il a fait un webcomic qui s'appelle Kill 6 Billion Demons, je crois, donc tuer 6 milliards de démons, qui est en gros un comic qui existe depuis pas mal de temps, et dans ses heures perdues, il est aussi développeur de jeux de rôle, donc avec un de ses compères. Il a notamment créé un jeu qui s'appelle Lancer, dont je suis très très fan, qui est un jeu de mecha très crunchy, avec tout un système qui est repompé allègrement sur Donjon 4, on va pas se mentir, mais qui offre une mutabilité possible des mechas absolument démentielle, à savoir qu'en gros il y a des systèmes de licences, chaque licence permet en fait, d'acheter chez un nouveau concessionnaire en fait, de mecha, un constructeur, et après on peut faire des ajustements, et chaque mecha est vraiment pensé intelligemment pour avoir un rôle qui le rendra intéressant, on peut faire des combos de malades, tout en... Donc, avec une personnalisation assumée, mais aussi le fait que le jeu est très très bien équilibré pour tout ce qui est en face. C'est un jeu qui est alors, très technique, très crunchy comme je dis, qui a deux systèmes en plus, avec notamment pour les joueurs hors des mechas où c'est un système extrêmement simple, quasiment du Fate, et dans le mecha où là c'est vraiment, il faut avoir quasiment une grille et si possible une automatisation des règles. Heureusement c'est bien fait, donc déjà il y a des modules en ligne pour pouvoir tout automatiser, et en plus il y a une application qui existe pour téléphone qui permet aux joueurs en fait de jamais être perdus, de savoir exactement comment jouer sans avoir accès au bouquin de règles. C'est un livre qui est reparti d'ailleurs, ça fait Dark Horse, qui est un très très gros, enfin qui était un très gros éditeur de comic book et de bouquins genre artbook et compagnie. L'a sorti en publié parce qu'avant moi je l'avais acheté en version imprimée qui était très très compliqué à avoir, avec des frais de port qui valaient plus cher quasiment que le bouquin, et maintenant donc tu peux l'acheter sur Amazon, c'est vachement bien. Ils ont fait Icon aussi, qui était un peu pareil mais plus orienté médiéval fantastique façon Final Fantasy Tactics. Donc je comprends que c'est pas du goût de tout le monde, mais en tout cas c'est des propositions assez originales. Et donc aujourd'hui le jeu dont je voulais vous parler s'appelle Cain, donc Kane, et qui mélange un truc complètement différent encore une fois, une grosse inspiration manga. Essentiellement on est sur du Chainsaw Man, on est sur du Jujutsu Kaisen. Bon, je suis un peu trop vieux pour ça, mais ou plus ancien, ça serait un petit peu du Hunter x Hunter et du Bleach au tout début. Et au niveau jeu vidéo, on est sur du Persona, voire du Shin Megami Tensei. Moi j'aime beaucoup, c'est un concept qui est assez barré, donc là c'est le PDF que je vous montre parce qu'il n'y a pas de sortie physique, c'est un jeu qui coûte 10 dollars sur itch.io, et c'est Tom Bloom qui fait encore une fois toute la maquette, toute la mise en page. Alors vous pouvez voir que justement les illustrations sont plutôt pas dégueulasses, et le pitch il est assez simple, donc en gros on joue dans le monde réel, souvent asiatique, mais c'est pas dit, mais ça se passe probablement au Japon à notre époque, et en gros vous incarnez des gens, donc dans ce monde là il y a des gens qui ont des pouvoirs psy. Le problème, c'est que ces pouvoirs psy, en fait, qui se manifestent au niveau de l'inconscient. Et des fois, quand il y a des gens qui sont donc touchés par ce qu'on appelle la grâce, donc la grâce, c'est le concept même de gens qui ont des pouvoirs psy, qui peuvent voir les émotions, un peu comme les Curse Bearers dans Jujutsu Kaisen, ou les Shinigami dans Bleach. Et ben en fait, il y en a qui pètent des plombs, et s'ils sont pas très vite pris en charge et formés, notamment par l'agence qui s'appelle Cain, donc Kane, ils passent hors de contrôle, ils contrôlent plus leur espèce de pouvoir qu'on appelle les blasphèmes, donc les blasphémisent, et ils deviennent ce qu'on appelle des sins, donc des péchés. Et le truc, c'est que les sins sont invisibles, enfin plus ou moins à l'œil nu, mais par contre ils exercent une espèce de contre-coup terrible sur l'humanité, sur le monde réel, et les joueurs se retrouvent un peu, comment dire, et le monde peut par exemple, il y a des sins qui sont de type ogre, qui sont en gros, qui sont le résultat de la frustration, du bullying et compagnie. Donc une gamine qui se fait bully au collège, donc qui sort de tête de turc à ses petits camarades, peut, si elle a la grâce, invoquer des blasphémies pour se venger, et puis en fait être dévorée et devenir en fait une sorte de sins. Donc vous avez l'illustration là, donc vous voyez en fait, et face aux sins, il y a des gens qui possèdent de la grâce, qui ont été contrôlés et repris, par notamment l'agence Kane, qui s'occupe, dont le but est de purger les sins. Donc en fait de détruire l'espèce de monstres dégueulasses qui sont issus de notre subconscient. Et donc vous jouez un exorciste, qui est grosso modo la même chose que quelqu'un qui a pété un plomb et qui se transforme en sins, sauf que vous êtes encore sous contrôle. Et vous êtes utilisé comme une arme par cette organisation Kane. Donc c'est très évidemment, si vous avez vu Jujutsu Kaisen ou compagnie, ça vous parle immédiatement. Chainsaw Man, c'est le même principe avec les mecs qui affrontent des démons et qui ont fait des pactes avec des démons, c'est exactement la même chose. Donc ça, pour peu que vous soyez versé dans les shonen
récents ou même un peu plus âgés, vous serez vraiment dans en terrain complètement reconnu, même le vénérable Yu Yu Hakusho reprenait ces éléments. Évidemment, l'ambiance ici est assez dark, puisque vous allez le voir, mais il y a des mécanismes de jeu qui poussent justement vers l'utilisation abusive de pouvoir et qui peuvent marquer votre personnage. Mais ça, on va y revenir tout de suite. Donc, bon, voilà, il y a des choses assez simples, hein, ça reste un jeu de rôle. Concrètement, l'idée, c'est que enfin, il y a 3 types de jets, en fait. Il y a les jets standards, donc ça, c'est... Vous le faites, vous réussissez sur 4, 5, 6, c'est pas difficile. Généralement, on lance de 1 à 3d6 selon les stats qu'on a. Ensuite, il y a des bonus-malus. Ensuite, il y a les jets difficiles. Donc le jet difficile, le principe, c'est que il faut, pour réussir, faire 6. On ne réussit pas sur 4, 5, 6, on réussit juste sur 6. Généralement, c'est dans des situations stressantes ou des choses un petit peu difficiles. Ces jets vont s'impliquer, par exemple, quand vous êtes aveugle, ou simplement quand vous essayez de vous battre contre les sins. Parce qu'en fait, le principe des sins, c'est là où le jeu est marrant, c'est que si vous arrivez à les voir et vous employez des moyens humains pour les combattre, et ben vous serez toujours dans une situation où pour leur faire des dégâts, grosso modo, donc faire une marque sur leur talisman, il faut que vous fassiez 6 sur un dé. Donc c'est extrêmement compliqué. Et c'est là que va rentrer en jeu ce qu'on appelle les blasphémies, donc les blasphèmes, qui sont les pouvoirs utilisés par les sins, mais surtout par les exercices vos joueurs. Ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et l'autre type de jet qui existe, c'est ce qu'on appelle le jet risky. Donc le jet risky, c'est le jet risqué, qui est en fait un dé lancé par le MJ. C'est-à-dire que c'est juste un D6 que le MJ lance. Et l'idée, c'est qu'il y a un moment, il y a des actions qui sont risquées. C'est-à-dire qu'elles ont des conséquences qui peuvent être terribles. C'est notamment des jets qui peuvent... il y a beaucoup... Souvent, quand on affronte les sins, c'est des jets risqués. Quand vous devez utiliser un pouvoir, c'est risqué. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a aussi tout un système de tension, dont on va revenir, qui utilise ce système-là. Et le principe, c'est que vous lancez le dé. Si vous faites 1, c'est catastrophique. Si vous faites 2, 3, c'est pas terrible. Si vous faites 4, 5, la situation est OK. Il n'y a pas trop de problème. C'est toujours un succès en plus. Et si vous faites 6, c'est parfait. Donc l'idée, c'est que si jamais vous ratez les conséquences, c'est là où on rentre un peu dans le système Fate ou le système un peu à la louche, il y a des conséquences que vous devez discuter avec le joueur selon ce qu'il fait, qui peuvent provoquer des problèmes. Et généralement, ça peut être une blessure psychologique, ça peut être que effectivement tout se passe mal, mais ça peut être aussi, il y a un système de mitigation qui est en place possible avec des crochets, c'est-à-dire que qu'on appelle les hooks, c'est en gros avec le joueur dit bah non, je veux pas avoir une situation, enfin il faut que je réussisse ce jet, je peux pas me permettre d'avoir une session risquée, donc je vais bon déjà il faut que je réussisse mon jet, mais en plus ce dé risqué, il faut que ça passe. À ce moment-là, il dit, bon bah tant pis, je prends un hook. Et le hook, en fait, ça fait que si vous avez eu un 1, vous avez une sorte de petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui a un talisman, en fait, et grosso modo, quand le talisman est coché, vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il y a un truc qui vous explose à la gueule. Et évidemment, la récompense de ce hook, en fait, donc la pénalité quand l'épée de Damoclès tombe, est bien pire que si vous aviez juste pris le 1 et dire, bon bah voilà, je prends le L, comme disent les jeunes, tech de L, et évidemment c'est parce que vous faites que repousser l'inévitable et c'est un truc catastrophique. Un exemple simple, c'est une altercation avec la police. C'est-à-dire que si vous êtes sur place, puisque évidemment qu'un affrontant des créatures qui sont quasiment invisibles n'est pas officiel en fait, n'est pas en adolescente avec la police, donc si vous faites un 1, vous dites, ça veut dire que peu à peu, à chaque fois que vous allez monter ce hook, c'est la police qui va vous rechercher, puis à la fin vous finissez potentiellement par vous faire tirer dessus à vue, quoi. Donc des choses un petit peu chouettes comme ça. Et voilà, et donc le vrai truc, c'est les conséquences. Donc les conséquences, c'est les effets négatifs du jet risqué, qui peuvent, donc on vous donne des idées, mais en gros, c'est soit vous payez un coup, donc vous prenez une blessure, vous perdez de l'équipement, vous perdez du temps, soit vous dites, bah voilà, tu vas prendre un hook et ça va être encore pire, ou alors vous êtes séparé du reste du groupe, et ainsi de suite. Enfin, donc c'est plutôt pas mal foutu pour voir ça, sachant qu'en plus, les Sims, donc ils ont tous différentes catégories, peuvent profiter en fait de la conséquence négative, et ils ont différentes réactions possibles selon leur spécificité, en fait, selon leur classe, leur type de Sims. Donc évidemment, il y a des possibilités d'améliorer ses jets, de jouer en équipe. Comme je disais, les talismans, donc c'est vraiment le système un petit peu différencié façon comme des cloques. La Divine Agony, c'est qu'en fait, c'est quand vous ratez trop de jets, une fois par séance, vous pouvez dire ok, fuck it. Et c'est une seule par session, et il n'y a qu'un seul joueur qui peut l'activer en fait à la fois par scène.
En gros, c'est dire fuck it, tu crames tous les trucs où tu as losé, en fait, c'est-à-dire que tu as tellement losé sur, je sais plus, ces 3 jets, que tu crames toute cette lose-là et tu dis, bon, bah voilà, cette fois, je vais réussir, je vais avoir un avantage de plus 3 sur ce jet, et tant pis. Et même, ça permet en fait de dépasser la limite officielle, c'est-à-dire que normalement, vous avez peut-être ou 3 jets, quoi, et vous passez à plus 6 potentiellement, donc c'est un peu pour récompenser les gens qui ont fait de la lose, en fait, et qui réussissent pas bien les jets avec leur jet. Donc les talismans, je reviens pas. Les catégories, donc ça c'est très très shonen évidemment, et ça rappelle aussi un petit peu le système de licence de Lancer. Savoir qu'en gros, un humain, il est niveau 1, enfin tout niveau 0. Donc, et en fait, quand vous êtes Lancer, enfin quand vous êtes exorciste dans Kane, vous pouvez augmenter de niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous survivez une mission, je parle pas de réussir la mission, je parle juste de survivre, votre catégorie augmente. Et je crois que vous pouvez finir peut-être catégorie 5 max en fait. Il commence à 1 et on peut finir à 5. Et au-delà, c'est vraiment... et si vous voulez, cette catégorie permet aussi de statuer sur la catégorie des signes rencontrés. Et ça vous permet, en fait, c'est pas mal, parce que ça vous permet, vous voyez pas, c'est un peu petit, mais en gros, on vous donne des descriptifs sur la table, on vous dit les gens, la taille, la zone, et ça vous permet grosso modo de dire si, je sais pas moi, si au niveau de ma force, si je suis un exercice de niveau 3, ça veut dire que je peux soulever une voiture. Mais par contre, si le signe s'en face, il est niveau 5, lui, il peut carrément balancer des bâtiments. Et donc, ça permet forcément de faire un comparatif entre vos échelles de puissance et dire à quel point, ok, je peux arrêter le morceau de bâtiment qui va me tomber sur la gueule si je suis capable déjà de pousser une voiture. Donc, ça, c'est rigolo. De toute façon, là, ça, c'est imprimé dans les aides de jeu pour que vous l'ayez toujours un peu sous la main. Mais la catégorie définit évidemment vos pouvoirs, enfin, un peu tout ce que vous pouvez faire et dépasser avec vos blasphémies, donc avec les pouvoirs, la capacité de dépasser les limites que vous avez intrinsèquement par votre nature humaine ou pas. Donc on passe justement à la création de perso qui est extrêmement simple. Vous mettez un nom, vous avez un talisman d'exécution, donc ça c'est votre barre de vie grosso modo. Les gros trucs importants c'est les compétences, donc les compétences comme j'expliquais c'est des compétences qui vont de 0 à 3 en général à la création. Vous en répartissez, c'est assez simple, hein, c'est grosso modo la force physique, le conditionnement, donc c'est pour courir, sauter, la coordination, covert, tout ce qui est furtivité, interfacing c'est la technologie, investigation, ça va sans le dire. Autorité, c'est votre capacité à vous faire de commandement, surveillance, pour percevoir, pister, négociation. Connexion, c'est plus l'empathie. Et il y en a un dernier qui est la psyché, qui est très important, puisque c'est le jet sous lequel vous lancez vos blasphémies, qui lui évolue de manière un petit peu différente par rapport à votre catégorie. Donc en fait, plus votre catégorie est élevée, plus vos sorts seront puissants. Sachant que vous avez de base des tout petits trucs que vous pouvez faire avec la psyché, comme lire les auras ou réchauffer une partie de votre corps. Donc des trucs un peu tout bêtes. C'est un peu comme le naine dans Hunter x Hunter. Voilà, on va jamais loin des sources. Et bien sûr, donc l'autre partie c'est l'agenda. Donc l'agenda c'est intéressant, ça c'est 300% Fate. En gros, c'est la personnalité de votre personnage. On va voir la liste tout à l'heure, qui est assez marrante, qui, en gros, par exemple, l'agenda Beast, un truc classique du shonen. Vous êtes une espèce de brute, vous avez une sorte de colère en vous qui peut péter à tout moment. Et on vous dit, si on vous donne 2 heures de mission, en fait, grosso modo, dans ce truc-là. Il y en a un, on vous dit, si vous l'activez normalement, en gros, si vous lâchez out, donc si vous pétez un câble, vous commencez à casser des trucs, une fois par session, vous avez un point d'expérience. Et après, vous avez un autre agenda, une autre possibilité dans votre agenda, c'est qui va à l'encontre de ça, en fait, qui est en gras, qui vous rapporte un point d'expérience ou 2 points d'expérience. Si vous allez à l'encontre, si vous, au lieu de lâcher out, c'est vous vous réfrénez, en fait, vous vous contrôlez. Donc, et tous les agendas sont faits comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est simple, il y en a un qui est quasiment antithétique à la définition de l'agenda. Ça vous donne des XP, donc c'est pour monter de niveau, améliorer des choses. Et aussi à côté, ça vous permet, l'agenda, on va le voir, offre 1 ou 2 talents, des petits bonus en fait passifs possibles. Ça, il y avait ça dans Lancer avec les cores, donc avec le moteur en fait, grosso modo, l'unité centrale de votre mecha qui avait aussi des petits passifs comme ça. Les blasphémies, donc qui est en grosso modo la troisième grosse partie qui définit le perso, qui est ce pouvoir, ces pouvoirs qui vont tout de suite vous tamper dans l'œil. Si vous connaissez un peu les shonen, vous allez comprendre pourquoi. Et donc les Psyche Bursts, c'est la manière que vous avez en fait de balancer, quand vous utilisez un pouvoir, il faut vous cramer une Psyche Burst. Et les Psyche Bursts, quand vous commencez la mission, vous en avez 3. Donc vous vous dites, putain, c'est quand même pas beaucoup. Et effectivement, le jeu, la perversité du jeu, c'est que de base, vous allez voir, c'est très... je vais vous expliquer la conception des missions ensuite, mais l'idée, c'est que vous avez un nombre limité d'utilisation de pouvoir safe. Mais... le truc, c'est que effectivement, vous pouvez avoir des pouvoirs safe,
mais aussi pouvoir forcément des pouvoirs qui sont pas safe. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cramé vos Psyche Burst, vous pouvez continuer à utiliser pouvoir. Mais à chaque fois que vous le faites, vous lancez un D10 et vous prenez des points de sin. Je rappelle, les méchants, c'est des sins. Donc effectivement, c'est pas bon. Et si jamais vous atteignez 10, ça veut dire que potentiellement vous avez une sin overflow, donc vous êtes sur le point de péter un câble en fait, et vous êtes en train de vous transformer en sins en fait. Donc potentiellement vous pouvez péter à la gueule de vos joueurs. Enfin, ça se passe à la fin de la scène évidemment, parce qu'on veut que vous utilisiez des points et pas que vous mouriez au milieu de la séquence. Mais à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes sur le point de vous transformer en sins. Donc il y a une mécanique pour, soit vous pouvez vous abandonner et devenir un monstre, soit vous pouvez essayer de lutter. Et si vous n'arrivez pas à lutter, vous devenez un monstre, un PNJ. Par contre, si vous arrivez à résister, vous avez une marque qui apparaît sur votre corps, en fait, qui est une marque de signe, donc c'est un petit pouvoir bonus, mais qui veut dire que concrètement, vous êtes corrompu et qu'il y a un moment, ce sera de plus en plus dur de résister au Sin Overflow et potentiellement vous êtes en fait une bombe à retardement. Donc ça, c'est les pouvoirs, il y en a 12. Je vais revenir dessus, mais c'est vraiment des trucs assez originaux. On peut pas les mélanger, hein. Généralement on prend un seul blasphémise, vous allez comprendre pourquoi. Donc l'histoire, au niveau de ce qu'on appelle le stress, donc en fait le stress c'est les dégâts physiques ou mentaux que vous pouvez prendre. Évidemment, les humains peuvent aller jusqu'à 4, donc en gros on peut faire 4 tics. Les exorcistes peuvent aller jusqu'à 6. Mais en général c'est assez vénère, avec évidemment un système encore une fois de blessure, donc pour montrer en fait la pénalité que vous avez prise. Ensuite, il y a les kits. Donc les kits, c'est l'équipement que vous avez. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ce que vous avez dans la poche durant une mission. Donc, mais vous avez le droit d'avoir qu'un certain nombre de points d'équipement, genre par exemple 3 ou 4. Et l'idée, c'est que vous avez après vous achetez l'équipement, donc comme dans un jeu vidéo, et à tout moment durant la mission, vous pouvez cramer un point de kit pour dire, tiens, je sais pas, j'ai acheté un briquet, je sors le briquet de ma poche. Et puis si je le perds ou si je le détruis, c'est pas grave parce qu'en fait vous l'avez acheté. Donc c'est un peu comme le système de licence d'équipement dans Lancer où on pouvait, avec des créateurs automatiques, recréer des objets qu'on avait perdus puisqu'on possédait des licences. Donc c'est un peu le même principe, mais c'est assez rigolo, quoi. Le concept est assez fun. Donc l'ambiance évidemment c'est très Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, vous avez tous des espèces d'équipements officiels, des uniformes, machin. Et après, le système même de découpage de jeu, j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est très jeu vidéo, c'est basé sur Monster Hunter. Alors, si vous n'avez jamais joué à Monster Hunter, qui est une série de Capcom qui existe depuis la PlayStation 2, si je ne dis pas de bêtises, le système est assez simple. En gros, vous commencez, vous avez un briefing. On vous donne des informations. Ensuite, on vous dit... Vous arrivez sur place, donc en fait vous arrivez en hélicoptère ou en véhicule blindé, et on vous dit démerdez-vous. Vous êtes full, vous êtes très bien, vous êtes parfaitement en vie, vous avez tout, vous n'avez pas de signe et vous êtes prêt à vous battre. Mais avant de vous battre, il faut que vous trouviez le signe. C'est-à-dire que le problème du signe, c'est qu'effectivement il laisse des traces derrière lui, il tue des gens, il provoque des phénomènes d'hypnose de masse, des trucs un peu dégueulasses. Mais il y a des rumeurs, et donc il faut enquêter sur les rumeurs pour le trouver. Donc ça, c'est la troisième phase qui est le tracking. Donc en grosso modo, c'est pour savoir avoir des traces ou des éléments qui peuvent vous indiquer sur le lieu ou l'endroit où est le signe. Généralement, il faut suivre les cadavres, par exemple. Et ce qui fait que potentiellement, vous pouvez tomber sur le signe. Et là, le signe, on va y revenir, mais il ne peut pas être tué. C'est-à-dire qu'il peut être blessé. Et quand il prend suffisamment de dégâts, il va essayer de se barrer et revenir dans son palace. Parce qu'en fait... comme dans Persona, ces créatures-là, en fait, déforment la réalité autour d'eux, et donc elles génèrent une sorte de royaume d'illusion dans lequel ils vont se planquer, et c'est là, pour détruire un signe, c'est le seul endroit où vous pouvez vraiment le détruire. Mais à côté de ça, intéressamment, vous pouvez aussi lancer une investigation, une préparation, c'est-à-dire que comme dans Monster Hunter, c'est là, si vous enquêtez sur le signe, vous pouvez comprendre comment est-ce que l'humain qui a généré le signe est devenu un signe en fait. Par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la jeune fille qui s'est fait harceler au lycée, vous pouvez essayer de trouver son nom, vous pouvez essayer de comprendre qui elle est, et c'est des éléments supplémentaires qui rendront l'exorcisme, donc l'exécution, beaucoup plus simple. Donc c'est une bonne idée. Et à côté, il y a la préparation, donc mettre des pièges, bricoler des trucs. On arrive ensuite, donc ça si vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est bonne à loi, puisque vous avez sûrement à ce niveau-là, il s'est passé plein de choses, le signe est peut-être intervenu, et vous avez besoin de vous reposer. C'est-à-dire que vous reposer permet aussi de récupérer à la fois de la vie, de récupérer des Psyche Burst, donc c'est super important pour essayer d'avoir encore un peu d'essence dans le compteur pour lancer ses pouvoirs, et de récupérer du stress. Donc c'est plutôt pas mauvais. Sauf que le problème, et là c'est intéressant, l'autre système spécial, c'est la tension et la pression.
Donc à chaque fois que vous prenez beaucoup de temps, trop de temps, comme par exemple vous reposer, la tension augmente. Donc la tension augmente à chaque fois que vous faites passer une scène, donc par exemple dormir, changer d'endroit, ou que vous faites un 1 sur un jet de risque. Rappelez-vous les jets de risque. Le problème, c'est que la tension, en fait, ce qui se passe, c'est c'est encore une fois une horloge qui va monter, qui peut aller jusqu'à 3. Et quand elle atteint 3, et ben là, le SINS peut faire quelque chose pour pourrir les joueurs. Et en effet, le SIN, il a une barre spéciale qui augmente à chaque fois que la tension augmente, c'est la pression. Et la pression, en fait, grosso modo, c'est un effet qui va vous saper. Ça peut être du poison, ça peut être un nuage de poison, ça peut être les gens qui deviennent fous. Et ça fait qu'en fait, vous avez un temps limité pour vous occuper du SIN. Parce que plus la pression augmente, plus le SIN est potentiellement prêt et puissant. Et il y a un autre truc, c'est que si vous passez trop de temps ou pas trop de temps, le SIN est incontrôlable. Et donc la fin, ce qui se passe quand il est incontrôlable, c'est grosso modo, Kane envoie une bombe atomique tactique et rase la ville. Donc c'est pour vous montrer le niveau du truc. Et enfin, la dernière scène, c'est l'exécution. Donc en gros, c'est une scène de baston, potentiellement avec le SIN, dans son palais. Toutefois, c'est pas obligatoire, ça peut être aussi... il y a différentes possibilités, puisque l'idée, c'est qu'effectivement, il a une barre d'exécution, que la barre d'exécution soit vidée, sachant que sa force, elle est basée... son nombre de points de vie est basé sur ses 6 plus la pression, donc attention, et la catégorie qu'il a, qui a différents trucs spéciaux. On peut utiliser à ce moment-là les informations qu'on a découvertes au sujet du SIN pour essayer justement de gagner, de gagner des bonus ou des choses comme ça. Et à la fin, et une fois que le SIN est enfin détruit, vous avez, en gros, il y a 3 possibilités. L'exécution, donc vous détruisez le SIN. Là, vous gagnez en général de l'XP, ça n'en parle pas, mais surtout Kane vous récompense avec des scraps, donc qui est de l'argent en fait, grosso modo. Vous échouez, ça arrive, tout le monde meurt, c'est la catastrophe. Donc là, je dis, Kane appelle pour une expurgation totale, donc il défonce le site depuis l'orbite avec un satellite. Et sinon, il y a une troisième possibilité qui est beaucoup plus tricky, qui est le fait d'épargner le SIN. C'est-à-dire que potentiellement, si vous arrivez, vous pouvez essayer de sauver la personne qui était devenue un SIN en essayant avec un objet potentiel de l'épargner et donc de le faire rendre humain. Et ça veut dire que potentiellement, cette personne redeviendra peut-être un jour un SIN. Enfin, voilà, vous prenez un risque. Et évidemment, Kane n'est pas très content que vous fassiez ça, voire pas content du tout. Donc ça, c'est au joueur de voir. Et enfin, l'exfiltration, donc c'est partir, c'est là où on vous donne donc de l'argent, les scripts, de l'XP et le SIN donc, que vous avez récolté, donc les points de péché sont divisés par 2. Donc ça, c'est vraiment le concept du jeu qui est extrêmement simple. Il y a un petit système de combat qui est fait, qu'en grosso modo, plutôt un système de conflit qui est assez simple. En gros, chacun agit autour de rôle, on choisit ses actions, après on joue, et on voit comment réagissent les opponentes. On vous explique comment créer un petit personnage, comment augmente la puissance. Donc en fait, vous pouvez, avec l'expérience, vous pouvez, je sais plus, c'est tous les 4 points d'expérience, vous avez 4 segments dans votre barre, vous pouvez augmenter soit un pouvoir, soit un agenda, voilà, c'est assez simple. Et maximum, je disais, catégorie 5, c'est si vous survivez à cette mission. Donc ça fait déjà 7 séances, c'est un peu beaucoup. Les agendas dont je parlais, qui sont tous assez originaux, donc très très calqués évidemment sur du gros shonen, la bête, donc péter un plomb, le fataliste, le firebug qui lui veut essayer un peu le jack de tous les coups, le gardien qui veut protéger tout le monde, le solitaire, le dur à cuire, la machine, l'espèce de brute, le gars qui est attiré par les secrets, donc le moth, tempérance, la torche, donc celui qui va guider tout le monde. Il y a un agenda départed, donc c'est quand vous êtes mort, vous pouvez récupérer cet agenda pour apparaître sous forme de fantôme et aider au moins durant une séance un de vos potes. L'ombre, donc un peu le gars qui va essayer de suivre tout le monde, enfin qui va avoir un rival et qui va essayer de dépasser ce rival. Le sorcier qui veut juste balancer tous ses pouvoirs comme un bourrin. Le Songburn qui manipule les gens. Et le démon qui est à moitié complètement fou. Il y a un autre agenda qui est assez vénère, qui s'appelle le Survivor, où en gros le but c'est juste de survivre. Donc c'est facile de faire monter, de gagner l'XP, mais par contre en fait vous êtes obligé de le garder pendant X nombre de séances avant de pouvoir le changer, parce qu'en fait vous êtes un peu traumatisé, quoi, vous avez un PTSD. Les blasphémies, donc il y en a 12, il y en a 12, ça c'est intéressant. Donc l'attention, c'est donc le principe, c'est que tous les pouvoirs vous donnent un passif que vous avez, et à côté, vous devez choisir quand vous créez votre perso 3 pouvoirs parmi les 6 qu'ils vous ont donné. Tous les pouvoirs sont hyper originaux et peuvent complètement changer la nature d'une scène ou du jeu. C'est pour ça qu'ils sont... Enfin, pour moi, c'est vraiment le cœur du jeu, c'est le truc le plus intéressant avec le concept. Donc par exemple, l'attention, c'est qu'en gros...
On peut créer une densité extrêmement forte autour de soi, et donc la personne peut devenir potentiellement un bouclier, donc elle est beaucoup plus résistante. Elle peut créer des boucliers, elle peut créer une zone de stase, créer une sorte de forteresse autour d'elle. L'Ardence, donc c'est le principe, c'est que c'est des gens qui font tout cramer, tout péter autour d'eux, et leur problème de leur passif, c'est qu'ils peuvent, plus ils y vont, plus ça peut faire cramer autour d'eux, plus ça crée des catastrophes. Leurs pouvoirs sont extrêmement visuels et destructeurs. Le flux, donc c'est le contrôle temporel. Le problème du contrôle temporel, c'est que, eh ben, en fait, au bout d'un moment, vous pouvez gagner donc un hook, donc un effet négatif quand vous ratez votre jet risky, enfin quand vous faites 1 sur votre jet risky, où là, votre personnage commence à bugger, c'est-à-dire qu'il peut se dire, est-ce que je suis le vrai? Il peut se voir à plusieurs endroits en même temps, vous pouvez disparaître, en fait, perdu dans le temps, enfin, il y a une distorsion spatiale qui se fait, une dispersion temporelle qui peut se faire. Le vecteur, donc c'est quelqu'un qui peut envoyer des flèches à distance et augmenter ou réduire la vélocité des gens et des objets. Donc on peut faire évidemment, ça va vous donner plein d'idées, il y a plein de choses assez démentes à faire ça. Donc le gate, c'est faire des portails, donc c'est ouvrir, passer ailleurs. Le smother, donc c'est le fait d'éteindre, d'étouffer en fait quelque chose, donc c'est étouffer la lumière. Étouffer quelqu'un littéralement, étouffer le nez, étouffer... Voilà, il y a plein de... C'est assez vénère, assez violent. Le whisper, c'est que vous avez un stand, comme dans JoJo's. Vous avez une sorte d'ombre à côté de vous à qui vous pouvez demander des conseils, qui peut voir dans le futur. Edit, donc c'est voilà, la modification de soi et des gens autour de soi. Bind, c'est peut-être le plus intéressant, mais le plus chaud à faire. En fait, vous pouvez contrôler des scenes mineurs avec un système de cordage, d'amorce, et donc vous pouvez le contrôler comme une sorte de marionnette, et utiliser certains des pouvoirs du Sins, le faire fusionner avec vous. Enfin, c'est assez particulier et c'est pas très bien vu évidemment par Kane. Le palace, donc c'est assez simple. Vous avez une sorte comme les Sins, vous créez autour de vous un palace psychique qui vous permet de vous reposer, d'avoir une bibliothèque, d'avoir un cellier. Voilà, donc chaque pouvoir en fait c'est une pièce du palais en question. Et le Jaunt, si je me rappelle bien, je ne sais plus exactement ce que c'était. Je crois que c'est le fait de pouvoir devenir en fait un fantôme, sortir de son corps, posséder les gens. Et Sympathy, c'est en gros vous avez un objet, vous liez avec un objet, un type d'objet, ça peut être des balles, des téléphones, des portes, j'en sais rien. Et vous avez la possibilité d'utiliser cet objet avec qui vous avez créé une relation sympathique pour faire la psychométrie, pour pouvoir faire des choses en fait par l'intermédiaire de cet objet complètement délirant. Donc c'est un peu ces pouvoirs sont vraiment originaux et forment vraiment l'intérêt du jeu, quoi, parce que ils vous offrent, vu qu'ils sont décrits de manière assez large, alors il y a des catégories, on vous dit ça vous applique à vous, ça s'applique aux adversaires, c'est positif, c'est négatif, mais après le reste est ouvert à vous, c'est-à-dire qu'il y a rien qui vous empêche avec de couper la lumière si vous avez Smother, ou juste avec la vélocité de faire péter les gonds, enfin vous augmentez la vélocité d'une porte, des gonds d'une porte, et ça la fait exploser. Enfin, il y a plein de possibilités justement de faire évoluer les zones de conflit, et c'est vraiment le gros intérêt du truc. Je peux pas m'empêcher de penser à Orpheus, évidemment, je suis un grand fan, qui était un jeu White Wolf, où il y avait un peu ce délire là, où en gros les pouvoirs étaient... Il n'y avait pas des niveaux de discipline comme à Vampire. Vos pouvoirs, il y avait le pouvoir principal, le pouvoir plus balèze et le pouvoir encore plus balèze. Et chacun des pouvoirs était complètement original, pouvait être utilisé de manière très différente et était très très... il pouvait changer le terme du jeu, quoi. C'était vraiment des trucs globaux comme la possession, posséder un objet de plus en plus gros, rentrer dans les rêves des gens, faire bouger les œufs, faites un poltergeist, la télékinésis, enfin bref, moi j'adore Orpheus, donc je pourrais en parler des heures. Autre élément, le kit expansion, donc c'est ce que je parlais, c'est-à-dire que vous avez des points de kit, vous pouvez acheter des objets avec votre scrap, donc ça peut être des trucs très simples comme un téléphone, ça coûte 1, et après, avec le kit, durant le jeu, vous pouvez le sortir, sachant que 1 point de kit c'est pas très grand, 5 points de kit c'est vous amener une armoire normande, quoi. Et ça va très très loin. Par exemple, si vous arrivez à accumuler 44 scrap, donc dollars, vous pouvez en fait prendre votre retraite de Kane et vivre vos jours heureux. Mais sinon, vous pouvez juste acheter des trucs voilà, pour votre cellule au sein de Kane, pour avoir des droits de visite, et ça vous donne des petits bonus supplémentaires permanents. Donc il y a plein de choses, des objets, et les armes évidemment, très important. Donc on vous dit les armes sont toutes pareilles. Il faut les augmenter en fait avec de l'argent pour faire augmenter leur niveau de catégorie de puissance. Mais voilà, c'est un peu le délire des billes shonen, vous pouvez tout ce que faire. Les marques de péché dont je parlais, c'est une marque, qui sont ce qui se passe quand vous dépassez votre quand vous avez un sin overflow, donc vous abusez de vos pouvoirs, et ça vous laisse des espèces de pouvoirs, ça vous donne en fait des marques permanentes, démentielles sur votre corps, mais qui vous rendent inhumain, mais qui vous donnent un bonus assez important.
Et après, on vous explique, bon, là, c'est un peu les conseils OMJ, comment ça se joue. Évidemment, on résume que c'est un truc assez glauque, comment gérer les conflits entre les personnages, le ton, et un petit peu tous les systèmes, comment on utilise les catégories, les talismans. C'est vraiment bien foutu. C'est, comme je dis, hein, pour 10 $, c'est vraiment très très beau. La maquette, elle a tombé par terre. Moi, j'aime beaucoup le dessin. C'est pas pour tout le monde, mais moi, je trouve ça bien. Il vous donne un exemple comment créer, en fait. Parce qu'en fait, tout ce qu'il vous faut pour créer, c'est une catégorie de monstres, enfin de scenes, sa catégorie, et comment il est devenu un monstre, quoi, grosso modo. Parce que c'est ça que vos joueurs, comme dans Orpheus, vont chercher la source du fantôme pour le renvoyer chez lui. Bah, c'est pareil, en fait. Pour gagner l'avantage sur le scenes avant qu'il atteigne une masse critique, vous devez trouver comment, comment le neutraliser, ou au moins savoir qui il est. On a des brefs éléments de background, hein, mais c'est pas hyper important. Et la dernière partie du bouquin, c'est les scenes, où là, on a vraiment toutes les définitions des scenes telles qu'ils existent, avec leur pouvoir, comment ça évolue, puisque qu'est-ce qui se passe quand la pression augmente. Et c'est pas mal, ils mettent des petites cartes éventuellement qui vous montrent ce qu'il fasse quand il attaque, les complications qu'il peut faire, les menaces qu'il fait sur vous. Et tout ça, en fait, c'est lié uniquement au jet de risque donc, qu'on fait généralement dans le jeu. C'est important, avec les règles de création. Donc voilà, on a les ogres qui sont liés à l'échec, notamment. Chacun, comme je disais, ils ont tous leurs pouvoirs différents. Donc par exemple, lui, quand il a de la pression, il envoie du miasme. Et comment son domaine, enfin quelles sont les règles dans son domaine, vous pouvez choisir, en fait, on vous donne toute une liste et vous choisissez 3 éléments pour rendre évidemment le domaine extrêmement dangereux, donc où il peut soigner plus rapidement, il peut peut-être contrôler l'eau ou la température à l'intérieur, donc c'est pour créer encore une fois des complications pour les joueurs. L'idol, donc c'est les gens qui sont obsédés par espèce de... C'est des acteurs qui ont échoué, voilà, des gens qui recherchent la célébrité à tout va, avec à chaque fois différents exemples sur la page de droite, comme vous pouvez voir, de scenes qui ont existé. Simplement, donc voilà, on a le Hound qui lui va être vraiment les victimes généralement de violence. Encore une fois, le Centipede, je crois que c'est les gens qui cherchaient, qui ont essayé de se foutre en l'air en fait pour échapper à la douleur et tout. Le Toad, c'est facile, en fait, c'est les gens qui sont aveuglés qui ont envie de tout posséder, c'est le péché d'orgueil, en fait. Enfin, le péché d'avarice, d'avidité. Et le Lord, c'est les seigneurs, en fait, c'est les gens qui auraient voulu dominer tout le monde et contrôler. C'est assez cool. Et on vous donne éventuellement une liste de personnages secondaires si vous avez besoin d'avoir des profils avec des gens de la sécurité, des espèces de sectaires fous, des scenes qui sont produits artificiellement. Et l'imago, donc l'imago, c'est en fait les bébés scenes, donc c'est ce qui se passe quand les PJ pètent des plombs, sont dévorés par le scene, ont trop de scenes point et peuvent se transformer en imago. Et là, à ce moment-là, vous devez les tuer. Vous n'avez pas trop le choix. Donc c'est assez hardcore, mais c'est vraiment intéressant. Et des petites choses, donc des petits fantômes, voilà, au fur et à mesure, assez simples à gérer, mais très originaux. Et on finit avec, comme dans SCP et Jujutsu Kaisen et compagnie, avec les Binders, qui sont en fait d'autres organisations qui sont des gens qui sont barrés de Kane pour être un peu des sortes d'exorcistes indépendants, ce qui est complètement illégal. Et notamment les Binders qui essaient de contrôler les scenes. Et c'est tout avec Kane. Donc on a petite feuille de perso complète, l'agenda, le blasphème, donc ça c'est une petite barre pour vous rappeler les différents niveaux de catégorie, et carrément la fiche de mission qui est plutôt en fait pour vous, le MJ, pour savoir la pression qui existe, savoir le scene, ses pouvoirs et compagnie, tutti quanti. Et c'est tout pour Kane, donc c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup faire jouer. C'est pas pour moi, c'est plus du one shot, hein, c'est ça qui est intéressant. Il faut avoir évidemment des joueurs qui sont intéressés par ça. Mais je trouve que pour 10 $, c'est très très bon concept. C'est pas aussi compliqué que. Enfin, les règles, vous avez vu, sont très très simples à gérer. Ça reprend les bonnes idées de lanceur, mais sans avoir toute la masse simulationniste que peut avoir un jeu de mecha, évidemment. Moi, j'aimerais beaucoup le faire jouer, et je pense que c'est vraiment une proposition de jeu qui est très très originale. Alors effectivement, ce n'est qu'en anglais, mais d'un autre côté, ça ne vaut que 10 $ sur itch.io. Le jeu est souvent... Tom Bloom essaie de le mettre à jour de temps en temps, donc là on est sur la V1.1, il y aura du matos supplémentaire qui va sortir, paraît-il, et peut-être qu'un jour on l'aura en physique, parce que c'est vrai que la maquette est quand même assez démentielle, et ça fait partie de ces jeux où je pense à l'avoir en plus en papier sur soi, enfin dans la main, ça sera encore plus démentiel. Donc voilà, c'est tout pour l'exorciste, c'est tout pour vous les exorcistes, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite d'excellentes fêtes, et puis à très bientôt. Allez, salut!